La pluie martelait les vitres du Café de la Paix avec une fureur implacable qui semblait refléter la tempête qui grondait dans la poitrine de Pierre Moncler. Juste avant de commencer, déposez un émoji de drapeau qui représente votre pays. Il était assis dans la banquette du fond, son costume à 3000 € paraissant étrangement déplacé parmi les sièges en moleskine usée et les enseignes aux néons vacillantes. Le café dans sa tasse avait refroidi depuis 20 minutes, mais il n'arrivait pas à se résoudre à partir. Pas encore. Pas avant de comprendre ce qui lui arrivait, cette étrange compulsion qui l'avait poussé à abandonner son bureau dans le 16e arrondissement et à errer dans ce coin oublié de Belleville où personne ne connaissait son nom ni sa fortune. À 62 ans, Pierre Moncler contrôlait un empire de 3 milliards d'euros. Son entreprise de construction avait érigé la moitié des gratte-ciel qui définissaient l'horizon de la Défense, et ses investissements immobiliers avaient transformé des quartiers entiers de Paris. C'était un homme habitué à imposer le respect d'un simple regard, à voir chacune de ses paroles traitées comme paroles d'évangile par les conseils d'administration et les urbanistes. Pourtant, le voilà assis, anonyme et invisible, dans un café qui générait probablement moins de chiffre d'affaires en un an qu'il n'en gagnait en une heure. La jeune serveuse s'approcha de sa table d'un pas prudent, ses baskets usées grinçant contre le carrelage à damier. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec des cheveux auburn tirés en queue de cheval décoiffés et des yeux qui portaient une lassitude bien au-delà de son âge. Son uniforme était propre mais délavé, le tissu usé par d'innombrables lavages, et Pierre remarqua comment elle tirait sur l'ourlet, comme pour essayer de le faire couvrir plus qu'il ne le pouvait. « Encore du café, monsieur » demanda-t-elle d'une voix douce, mais professionnelle. Il y avait quelque chose de familier dans son intonation, une cadence qui chatouillait les bords de sa mémoire comme une mélodie à demi oubliée. Pierre acquiesça, regardant tandis qu'elle versait le liquide fumant de ses mains fermes, malgré l'épuisement qu'il pouvait lire dans les rides autour de ses yeux. Elle ne devait pas gagner plus que le SMIC dans un endroit pareil, probablement enchaînant les doubles services juste pour joindre les deux bouts. Cette pensée le dérangeait plus qu'elle n'aurait dû, remuant quelque chose d'inconfortable dans sa poitrine. « Merci », dit-il, et il le pensait vraiment, pensait. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait sincèrement remercié quelqu'un pour un geste si simple? Quand était-ce la dernière fois qu'il avait remarqué la personne derrière le service? Elle offrit un sourire fatigué et se tourna pour partir. Mais quelque chose poussa Pierre à parler de nouveau. « Soirée chargée ?» La question les surprit tous les deux. Pierre Moncler ne faisait pas la conversation avec les serveuses. Il ne s'attardait pas dans les cafés après minuit, sirotant un café froid et regardant le monde à travers des vitres striées de pluie. Pourtant le voilà, sincèrement curieux de la vie de cette jeune femme. « Toutes les soirées sont chargées quand on cumule 3 boulots, répondit-elle avec un rire amer. Mais je ne devrais pas me plaindre. Du travail, c'est du travail, non? 3 boulots. Ces mots frappèrent Pierre comme un coup physique. Cette fille cumulait 3 emplois, se débattant probablement pour payer le loyer d'un appartement exigu, tandis que lui possédait des résidences qu'il visitait 2 fois par an. La disparité semblait obscène. Mais ce qui le troublait vraiment était son soudain et écrasant besoin de comprendre son histoire. « 3 boulots, répéta-t-il en secouant la tête, ça doit être épuisant. Elle haussa les épaules, un geste qui parlait d'une longue pratique à faire paraître l'insupportable ordinaire. On fait ce qu'il faut faire. Mon père disait toujours que le travail honnête n'a jamais tué personne, même si parfois on avait l'impression que ça pourrait. La mention de son père déclencha quelque chose dans la mémoire de Pierre, une lueur de reconnaissance qu'il n'arrivait pas à situer. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, une dignité que la pauvreté ne pouvait toucher, qui lui rappelait quelqu'un d'autrefois. « Votre père avait l'air d'un homme sage, » dit Pierre avec prudence. L'expression de la jeune fille s'adoucit, et pendant un moment, le masque professionnel glissa. Il l'était. Il est mort il y a 5 ans, mais ses paroles me soutiennent encore quand ça devient dur. Elle s'arrêta
étudiant Pierre, avec une intensité soudaine. Vous savez, vous me rappelez quelqu'un dont il parlait. Quelqu'un pour qui il travaillait quand j'étais petite. Pierre sentit son sang se glacer. La tasse de café trembla dans ses mains, tandis qu'une parade de visages de son passé commençait à défiler dans sa mémoire. 20, 30, 40 ans d'employés, de sous-traitants et d'ouvriers dont il n'avait jamais pris la peine d'apprendre les noms, dont il n'avait jamais demandé des nouvelles des familles, dont les vies avaient croisé son empire de manière qu'il n'avait jamais considérée comme assez importante pour s'en souvenir. Comment s'appelait votre père? La question s'échappa de ses lèvres, avant qu'il puisse l'arrêter, poussé par une appréhension qui dévorait rapidement son sang-froid. Thomas Dubois, dit-elle, et le monde de Pierre Moncler bascula sur son axe. Le nom le frappa comme un coup de massue dans la poitrine, apportant avec lui un flot de souvenirs qu'il avait enterrés sous des décennies de succès et de richesse. Thomas Dubois, le chef de chantier qui avait travaillé pour Moncler Construction pendant 15 ans. Thomas Dubois, qui était responsable du projet du centre commercial de Bercy en 1998. Thomas Dubois, qui était mort dans ce terrible accident que Pierre avait passé des années à essayer d'oublier. Les mains de Pierre se mirent à trembler de façon incontrôlable, et il dut poser sa tasse de café avant de tout renverser sur la table. Le café autour de lui sembla se brouiller et se déformer, les néons devenant trop brillants, les bruits des autres clients s'estompant dans un bourdonnement distant. Il était de retour là-bas, debout dans son bureau il y a 25 ans, fixant le rapport d'accident qui le hanterait pour le reste de sa vie. « Vous êtes Émilie » chuchota-t-il, la réalisation le frappant comme un coup physique. « Émilie Dubois !» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de choc. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Pierre ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas respirer. Il se noyait dans les souvenirs d'économies de bouts de chandelle, de choix de marge bénéficiaire plutôt que de protocole de sécurité, d'avoir ignoré les avertissements répétés de Thomas Dubois concernant les faiblesses structurelles du système d'échafaudage. Il se souvenait d'avoir écarté les préoccupations du chef de chantier comme étant trop prudentes, d'avoir dit à ses chefs de projet que Dubois vieillissait et perdait ses nerfs. L'accident était arrivé un mardi matin de mars. Une poutre de soutien avait cédé, en voyant 3 ouvriers chuter de 40 pieds sur le béton en dessous. Thomas Dubois avait essayé de les sauver, s'était précipité sans penser à sa propre sécurité et avait été écrasé quand tout le système d'échafaudage s'effondra. 2 des ouvriers avaient survécu avec des blessures graves. Thomas était mort en route vers l'hôpital, laissant derrière lui une jeune épouse et une fille qui ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Pierre avait assisté aux funérailles, bien sûr. C'était attendu, la chose convenable à faire. Il s'était tenu au fond de la petite église, écoutant le prêtre parler du dévouement de Thomas envers sa famille et de son engagement inébranlable à faire ce qui était juste, même quand cela lui coûtait tout. Il avait regardé une petite fille aux cheveux auburn pleurer son papa, regardé une jeune femme essayer de se tenir alors que son monde s'écroulait autour d'elle. Et puis, il avait fait un chèque substantiel, s'était-il dit à l'époque. Assez pour couvrir les frais d'obsèques et fournir un soulagement temporaire à la veuve et à l'enfant. Il s'était convaincu qu'il était généreux, que l'accident était une tragédie, mais pas sa faute, que ces choses arrivaient dans la construction et qu'il n'y avait rien de plus qu'il aurait pu faire. Mais il y avait eu quelque chose de plus qu'il aurait pu faire. L'enquête avait été discrètement réglée. Les violations de sécurité balayées sous une avalanche de paperasse juridique et d'accords financiers. Pierre avait appris à vivre avec la connaissance que ces mesures de réduction de coûts avaient contribué à la mort de Thomas Dubois, avaient enterré cette culpabilité sous des couches de succès et de philanthropie et de reconnaissance publique. Maintenant, 25 ans plus tard, la fille de Thomas Dubois lui servait le café et cumulait 3 emplois pour survivre. « Vous êtes Pierre Moncler », dit Émilie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La cafetière tremblait dans ses mains, tandis que tout le poids de la reconnaissance s'installait sur ses traits.
Vous êtes l'homme qui a tué mon père. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une sentence de mort. Pierre voulait le nier, expliquer que c'était un accident, qu'il n'avait voulu blesser personne. Mais regardant dans les yeux d'Émilie, voyant la douleur et l'épuisement et la dignité tranquille que son père avait possédée, il trouva que les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il se vit tel qu'il était vraiment pour la première fois depuis des décennies. Pas l'homme d'affaires à succès, pas le philanthrope qui donnait des millions à des œuvres de charité chaque année, pas le pilier de la communauté qui faisait les couvertures des magazines et donnait des discours inspirants sur le rêve français. Il vit un homme qui avait bâti sa fortune sur le dos de gens comme Thomas Dubois, qui avait mesuré le succès en marge bénéficiaire plutôt qu'en vies humaines, qui avait passé 25 ans à se dire que la richesse l'absolvait de la responsabilité des dommages collatéraux de son ambition. Pierre Moncler, maître de l'univers, avait été jugé par une serveuse de 25 ans qui cumulait 3 emplois pour survivre et se trouvait complètement, irrémédiablement insuffisant. La révélation qu'Émilie Dubois se tenait devant lui servant le café dans un bistrot délabré, tout en cumulant plusieurs emplois juste pour s'en sortir, brisa quelque chose de fondamental à l'intérieur de Pierre. Il avait passé les 25 dernières années à bâtir un empire, à accumuler richesse et pouvoir au-delà des rêves les plus fous de la plupart des gens, tandis que la fille de Thomas Dubois se débattait pour joindre les deux bouts. L'injustice était si profonde, si moralement corrompue, qu'il se sentait physiquement malade. Pierre s'était toujours dit que les affaires, c'étaient les affaires, que le marché libre récompensait le travail acharné et punissait la paresse, que les circonstances des gens étaient largement le résultat de leur propre choix. Mais regardant Émilie, voyant l'épuisement dans ses yeux et le tissu usé de son uniforme, il ne pouvait échapper à la vérité que ces circonstances étaient largement le résultat de ses choix à lui. Sa décision de réduire les coûts de sécurité avait tué son père, et le règlement minimal de son entreprise avait clairement été insuffisant pour subvenir aux besoins d'une veuve et d'un jeune enfant. « Émilie » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Non » dit-elle fermement, « n'osez pas essayer de justifier ou d'expliquer. Je sais ce qui est arrivé à mon père. Je connais les violations de sécurité, les délais précipités, les coins coupés pour économiser de l'argent. Ma mère a passé des années à se battre contre vos avocats, essayant d'obtenir assez d'argent pour nous éviter de perdre notre maison. Savez-vous ce que c'est que de regarder sa mère se tuer au travail en essayant de compenser le revenu qui a disparu quand son mari est mort en sauvant la vie d'autres gens? Pierre sentit des larmes brûler derrière ses yeux, mais il n'avait pas le droit de pleurer. Pas ici, pas devant elle. « Je suis désolé, » chuchota-t-il, les mots semblant pathétiquement inadéquats. « Vous l'êtes vraiment ?» La voix d'Émilie était maintenant stable, contrôlée d'une manière qui lui rappelait douloureusement son père. Thomas avait toujours été calme sous pression, avait toujours parlé avec réflexion, même quand il livrait des nouvelles désagréables. Êtes-vous vraiment désolé, ou êtes-vous juste désolé d'avoir été pris? Désolé de devoir me regarder dans les yeux et vous souvenir de ce que votre cupidité a coûté à ma famille? La question le transperça jusqu'à l'os, parce qu'il ne pouvait y répondre honnêtement. Était-il désolé de la mort de Thomas, ou était-il désolé d'être confronté aux conséquences de ses actes? Avait-il jamais vraiment pleuré l'homme qui était mort, ou avait-il simplement pleuré les inconvénients et complications juridiques qui avaient suivi? Je ne sais pas, admit-il, l'honnêteté les surprenant tous les deux. Je ne sais pas si je suis capable d'être désolé de la manière que vous méritez. J'ai passé tant d'années à me dire que c'était juste un accident, que ces choses arrivent, que j'avais fait tout ce que je pouvais raisonnablement faire. Mais assis ici, vous regardant, je réalise que je ne me suis jamais demandé ce que raisonnablement voulait dire. Je ne me suis jamais demandé ce que je devais aux gens qui ont construit mon succès. Émilie étudia son visage pendant un long moment, cherchant quelque chose qu'il n'était pas sûr de posséder. « Mon père parlait de vous parfois, » dit-elle finalement. « Avant sa mort,
quand il commençait à être frustré par le travail. Il disait que vous étiez un homme intelligent, mais que vous voyiez les gens comme des numéros sur un tableur, au lieu d'êtres humains avec des familles qui dépendaient de leur retour sain et sauf à la maison chaque jour. L'exactitude de l'évaluation était dévastatrice. Pierre avait effectivement vu ses employés comme des numéros, comme des ressources à optimiser et des coûts à minimiser. Il n'avait jamais marché sur ces chantiers en pensant aux épouses qui embrassaient leur mari au revoir chaque matin, aux enfants qui attendaient que leur père rentre à la maison, aux rêves et aspirations et peurs des gens qui rendaient sa richesse possible. Il avait raison, dit Pierre tranquillement. Je voyais effectivement les gens comme des numéros. Je le fais encore, la plupart du temps, mais vous n'êtes pas un numéro, Émilie. Vous êtes une personne qui méritait tellement mieux que ce que ma négligence vous a donné. Nous méritions tous mieux, répliqua-t-elle. Mon père méritait de me voir diplômé de l'université, de me conduire à l'hôtel un jour, de rencontrer ses petits-enfants. Ma mère méritait d'avoir son mari à ses côtés quand elle mourrait du cancer il y a 10 ans. Et je méritais de grandir avec un père qui aurait pu m'apprendre comment être forte sans avoir à être forte tout le temps. Chaque mot était un coup, une incision précise, qui mettait à nu le vrai coup de la poursuite du profit de Pierre. Il avait volé son père à Émilie, son mari à sa mère, et d'innombrables autres de l'homme que Thomas Dubois aurait pu devenir dans les années qui suivirent. Les effets d'ondulation de ce matin de mars d'il y a 25 ans s'étaient étendus bien au-delà du chantier, façonnant des vies et détruisant des possibilités de manière que Pierre n'avait jamais pris la peine de considérer. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il, la question venant de quelque puits profond de désespoir qu'il ne savait pas posséder. « Comment puis-je arranger ça ?» Le rire d'Émilie était amer. « Vous ne pouvez pas ramener mon père. Vous ne pouvez pas me rendre l'enfance que j'ai perdue quand ma mère a dû travailler 3 emplois, comme je le fais maintenant. Vous ne pouvez pas défaire 25 ans de lutte et de grattage et de questionnement sur ce qu'aurait été ma vie si mon père avait vécu. Mais il doit y avoir quelque chose, pressa Pierre, une façon d'aider, une façon d'honorer sa mémoire. Vous voulez honorer la mémoire de mon père ?» Les yeux d'Émilie s'enflammèrent d'un feu soudain. « Alors, arrêtez de faire aux autres familles ce que vous avez fait à la mienne. Arrêtez de traiter vos ouvriers comme des biens jetables. Arrêtez de couper les coins qui mettent la vie des gens en danger. Arrêtez de bâtir votre fortune sur le sang d'autres gens. » Les mots frappèrent Pierre comme des coups physiques, mais il se força à les absorber, à s'asseoir avec la douleur et la culpabilité qu'ils apportaient. C'était à ça que ressemblait la justice, réalisa-t-il. Pas la version aseptisée, dispensée par les tribunaux et les avocats, mais la vérité brute, humaine, livrée par quelqu'un qui avait vécu avec les conséquences de ses choix chaque jour pendant 25 ans. Mais même en acceptant sa condamnation, Pierre se trouva à étudier Émilie de plus près, voyant en elle non seulement la victime de ses erreurs passées, mais une femme d'une force et d'un caractère extraordinaire. Malgré tout ce qui lui avait été enlevé, malgré la pauvreté écrasante et le travail sans fin, elle se tenait avec dignité. Elle parlait avec la réflexion et l'honnêteté de son père, même quand cette honnêteté était douloureuse à livrer. Elle avait tous les droits d'être amère et brisée. Pourtant, elle avait choisi de rester aimable avec des clients qui ne la voyaient probablement jamais comme plus qu'une partie du mobilier. « Parlez-moi de lui, » dit Pierre soudainement. « Parlez-moi de votre père. Pas l'accident, pas les trucs de travail. Dites-moi qui il était. » Émilie parut surprise par la demande, mais après un moment, son expression s'adoucit. C'était le genre d'homme qui s'arrêtait pour aider des inconnus à changer des pneus crevés, même quand il était déjà en retard. Il m'a appris à faire du vélo en courant à côté de moi pendant 3 heures d'affilée jusqu'à ce que je réussisse, et il ne s'est jamais plaint une seule fois de son mal de dos. Il me faisait la lecture tous les soirs, même quand il était épuisé par le travail, et il faisait toujours des voix différentes pour tous les personnages. Tandis qu'elle parlait, Pierre pouvait voir Thomas Dubois plus clairement qu'il ne l'avait jamais vu quand l'homme était vivant.
Pas seulement le chef de chantier qui s'inquiétait des protocoles de sécurité, mais un père qui se sacrifiait pour sa fille, un mari qui aimait sa femme, un homme qui trouvait la joie dans les petits moments malgré les difficultés de son travail. On dirait que c'était un homme bien, dit Pierre. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu, répondit Émilie. Et c'est ce qui rend ça si dur. Il croyait que les gens étaient fondamentalement décents, que si vous traitiez les autres avec respect et gentillesse, ils feraient de même pour vous. Il vous faisait confiance, monsieur Moncler. Il croyait que vous écouteriez quand il vous prévenait des problèmes de sécurité, parce qu'il pensait que vous vous souciez de vos ouvriers, comme lui le faisait. La confiance que Thomas avait placée en lui, la foi qui avait été si complètement trahie, se sentait comme le fardeau le plus lourd de tous. Pierre n'avait pas seulement pris la vie d'un homme par sa négligence. Il avait violé le contrat humain fondamental qui dit qu'on veille les uns sur les autres, qu'on protège ceux qui dépendent de nous. « Je l'ai trahi », dit Pierre simplement. « Je les ai tous trahis. »« Oui », accepta Émilie sans hésitation. « Vous l'avez fait. » La simple reconnaissance était d'une certaine manière plus dévastatrice que n'importe quelle accusation colérique aurait pu l'être. C'était la vérité, livrée sans malice ou fioriture dramatique, et elle s'installa dans les os de Pierre comme un poids permanent. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, le café autour d'eux, continuant son rythme nocturne de conversation tranquille et de vaisselle qui s'entrechoquent. Pierre se trouva vraiment à voir l'endroit pour la première fois, remarquant les autres clients, un homme âgé en uniforme de vigile prenant un repas rapide entre deux services, une jeune mère donnant des frites à un bambin tout en étudiant des manuels, un ouvrier du bâtiment dont les mains portaient les mêmes cales et cicatrices que celles de Thomas Dubois. C'étaient les gens sur qui son empire était bâti, réalisa Pierre. Les vigiles qui protégeaient ces bâtiments, les étudiants qui se payaient leurs études avec des emplois au SMIC, les ouvriers du bâtiment qui transformaient ses rêves architecturaux en réalité. Il avait passé toute sa carrière à traverser le monde sans vraiment les voir, les traitant comme des pièces interchangeables dans la grande machine de son succès. « Les autres ouvriers, dit-il soudainement, ceux qui ont été blessés dans l'accident. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» L'expression d'Émilie se durcit de nouveau. David Martinez a perdu sa jambe gauche en dessous du genou. Il a été sans travail pendant 2 ans, a perdu sa maison, son mariage s'est effondré à cause du stress. Il est vigile maintenant dans un de vos centres commerciaux, en fait. Il ne gagne probablement pas en 1 an ce que vous dépensez en 20. L'ironie était brutale. Pierre employait l'homme dont il avait aidé à détruire la vie, le croisait probablement dans le hall des dizaines de fois, sans reconnaissance ni acquiescement. Et l'autre? Jim Bradley. Il a eu de la chance, si on peut dire ça. Juste un dos cassé, quelques blessures internes. Il est en invalidité permanente maintenant, ne peut plus travailler dans la construction. Il vit dans un studio et s'en sort avec des chèques de sécurité sociale qui ne couvrent pas ses médicaments. 3 vies détruites, 3 familles à jamais changées. Et Pierre était passé à autre chose sans un regard en arrière. Les règlements avaient été gérés par ses avocats, les améliorations de sécurité mises en œuvre par sa compagnie d'assurance, toute cette affaire désordonnée, balayée pour qu'il puisse se concentrer sur le prochain projet, la prochaine opportunité d'augmenter sa richesse. « J'ai besoin de leurs adresses, » dit Pierre soudainement. Émilie le regarda avec suspicion. « Pourquoi ? » »« Parce que j'ai besoin de les affronter, j'ai besoin de les regarder dans les yeux et reconnaître ce que j'ai fait à leur vie. Et puis, je dois trouver comment arranger les choses. »« Vous ne pouvez pas arranger les choses, » dit Émilie fermement. « Vous ne pouvez pas défaire 25 ans de conséquences. Vous ne pouvez pas rendre sa jambe à David, ou réparer la colonne de Jim, ou ramener mon père à la vie. Mais je peux essayer de réparer une partie des dégâts, » insista Pierre. « Je peux m'assurer qu'ils aient des soins médicaux appropriés, un logement adéquat, une certaine sécurité pour leurs années restantes. Ça ne réparera pas le passé, mais ça pourrait rendre leurs avenirs un peu moins difficiles. »
Émilie l'étudia attentivement, scrutant son visage pour des signes de sincérité. Ce n'est pas pour apaiser votre culpabilité, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque grand geste pour vous faire sentir mieux par rapport à ce que vous avez fait. La question força Pierre à examiner ses propres motifs, à creuser sous la surface de son envie soudaine d'aider. S'agissait-il de rédemption, de gagner le pardon, de se transformer de méchant en héros dans quelque récit cosmique? Ou était-ce quelque chose de plus simple et plus honnête, la reconnaissance qu'il avait une responsabilité envers les gens que ses actions avaient blessés, peu importe si cette responsabilité était légalement applicable ou socialement attendue? Je ne sais pas, admit-il, peut-être que ça a commencé comme ça. Mais assis ici, vous écoutant parler de votre père, voyant ce que mes choix ont fait à votre vie et aux vies de David et Jim, je réalise que ça ne me concerne pas du tout. Il s'agit de reconnaître que leurs souffrances importent, que leurs vies ont de la valeur, que le coût de mon succès était trop élevé. Émilie resta silencieuse pendant un long moment, remplissant automatiquement sa tasse de café tandis qu'elle processait ses mots. « Vous savez quelle a été la partie la plus dure ?» dit-elle finalement. « Ce n'était pas la pauvreté, ou les longues heures, ou même regarder ma mère se tuer au travail. C'était l'invisibilité. C'était de savoir que l'homme responsable de la mort de mon père était devenu encore plus prospère, plus célébré, plus riche, tandis que nous disparaissions complètement de son monde. » L'observation pénétra profondément parce qu'elle était absolument vraie. Pierre n'avait jamais fait de suivi sur les familles affectées par l'accident, ne s'était jamais demandé comment elles s'en sortaient ou si elles avaient besoin de soutien supplémentaire. Elles avaient simplement disparu de sa réalité, leur souffrance rendue invisible par son ignorance volontaire. « Je vous vois maintenant, dit-il tranquillement. Je vous vois tous, et je ne peux pas ne pas voir. » Émilie acquiesça lentement. « C'est un début, je suppose. Mais voir ne suffit pas, monsieur Monclerc. Mon père disait qu'il était facile de savoir quelle était la bonne chose à faire. La partie difficile était de vraiment la faire, surtout quand ça vous coûtait quelque chose. » Pierre sentit le poids de son défi s'installer sur lui comme un manteau. Qu'était-il prêt à sacrifier pour faire amende honorable pour son passé? Combien de son confort, de sa richesse, de sa vie soigneusement construite était-il prêt à abandonner pour honorer la mémoire de Thomas Dubois et soutenir les gens que sa négligence avait blessés? La réponse, réalisa-t-il avec une clarté grandissante, était autant qu'il le faudrait. Mais même en prenant cette résolution, Pierre comprenait qu'Émilie avait raison sur une chose. Il ne s'agissait pas vraiment de lui, il ne s'agissait pas de sa rédemption ou de son voyage vers devenir une meilleure personne. Il s'agissait de reconnaître que la vie de Thomas Dubois avait compté, que sa mort avait créé des ondulations de douleur et de perte qui méritaient reconnaissance et réponse. « Je veux créer une fondation », dit Pierre soudainement, l'idée se cristallisant tandis qu'il parlait. Une fondation de sécurité au travail, axée sur la prévention des accidents et le soutien aux familles des travailleurs qui sont blessés ou tués au travail. Je veux la nommer d'après votre père. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Vous voulez nommer une fondation d'après mon père? De la fondation Thomas Dubois, pour la sécurité des travailleurs et le soutien aux familles, dit Pierre, le nom semblant juste dès qu'il quitta ses lèvres. Elle fournirait des subventions pour l'équipement de sécurité et la formation, ferait du lobbying pour des lois de protection des travailleurs plus fortes et offrirait un soutien financier et des services de conseil pour les familles affectées par les accidents du travail. Bon, pour la première fois depuis qu'elle l'avait reconnu, l'expression d'Émilie s'adoucit. « Il aimerait ça », dit-elle tranquillement. Il disait toujours que la pire partie de voir des violations de sécurité n'était pas le risque pour lui-même, mais la pensée d'autres familles traversant ce qu'il savait que la sienne affronterait s'il lui arrivait quelque chose. Pierre sortit son téléphone, ses mains tremblant encore légèrement, tandis qu'il commençait à prendre des notes. « Je veux que vous m'aidiez à la concevoir, dit-il. Vous et les autres familles affectées par l'accident. Vous comprenez quel genre de soutien ferait vraiment la différence, quels services sont nécessaires, comment atteindre les gens qui pourraient être trop fiers ou trop effrayés pour demander de l'aide.
Vous êtes sérieux à ce sujet, dit Émilie, étudiant son visage intensément. Très sérieux, répliqua Pierre. Et je veux la financer correctement, pas seulement y jeter de la petite monnaie et appeler ça de la charité. Je parle de 100 millions d'euros pour commencer, avec des provisions pour un financement continu des profits de mon entreprise. Le chiffre était assez significatif pour faire clignoter Émilie. 100 millions d'euros financeraient une organisation substantielle, une qui pourrait vraiment faire une différence significative dans la sécurité au travail et le soutien aux familles. C'était aussi une somme qui nécessiterait que Pierre restructure ses finances personnelles, de déplacer l'argent de son portefeuille d'investissement et ses holdings immobiliers vers quelque chose qui bénéficierait aux autres plutôt qu'à lui-même. Mon père disait toujours que la mesure d'un homme n'était pas combien d'argent il gagnait, mais comment il utilisait le pouvoir qu'il avait pour protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, dit Émilie lentement. Alors laissez-moi essayer d'être à la hauteur de son standard, répliqua Pierre. Laissez-moi essayer d'être le genre d'homme qu'il était, même si c'est 25 ans trop tard. Ils parlèrent pendant une autre heure, esquissant des idées pour la fondation, discutant des besoins spécifiques des victimes d'accidents du travail et de leurs familles. Pierre se trouva prenant des notes sur des serviettes, capturant les insights d'Émilie surtout, du soutien psychologique nécessaire aux conjoints survivants, aux défis pratiques de naviguer les allocations d'invalidité et les systèmes d'indemnisation des accidents du travail. Tandis qu'il parlait, d'autres clients allaient et venaient, mais Pierre les remarquait à peine. Il était complètement concentré sur Émilie, sur sa perspective et son expérience, sur la sagesse qu'elle avait gagnée à travers les difficultés qu'il n'avait jamais acquises à travers le succès. Elle parlait de l'isolement qui suit la tragédie, de la façon dont les gens disparaissent de votre vie quand vous n'êtes plus amusant à côtoyer, de l'épuisement qui vient de devoir être fort chaque jour, sans répit. « Vous savez ce qui m'aurait fait le plus de bien quand je grandissais, » dit Émilie à un moment donné. « Si quelqu'un avait juste reconnu que mon père était un héros, pas de façon grandiose et publique, mais juste, reconnu qu'il était mort en essayant de sauver d'autres gens, que sa vie signifiait quelque chose de plus qu'une simple ligne dans une réclamation d'assurance. Pierre sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Dans toutes les procédures légales et règlements qui avaient suivi la mort de Thomas, personne ne l'avait jamais appelé un héros. L'accent avait été mis sur la responsabilité et l'indemnisation, sur minimiser l'exposition financière et dépasser l'incident malheureux aussi rapidement que possible. Thomas Dubois avait été réduit à une statistique de fatalité au travail, son courage et son sacrifice oubliés dans la précipitation à résoudre les complexités légales de sa mort. « Il était un héros », dit Pierre fermement. « Votre père est mort en essayant de sauver ses collègues de travail et ça fait de lui un héros dans le plus vrai sens du terme. La fondation ne sera pas seulement nommée d'après lui, elle racontera son histoire. Chaque famille que nous aidons connaîtra le courage et le sacrifice de Thomas Dubois. » Des larmes apparurent dans les yeux d'Émilie pour la première fois de la soirée, et Pierre réalisa que cette simple reconnaissance signifiait plus pour elle que n'importe quelle somme d'argent n'aurait jamais pu le faire. Elle avait passé 25 ans à porter seule la mémoire de son père, protégeant son héritage à travers sa propre force et dignité tranquille. Avoir cet héritage reconnu et honoré publiquement était un cadeau qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Il y a autre chose, » dit Pierre, sa voix devenant plus forte avec conviction. « Je veux que vous la dirigiez, la fondation, je veux dire. Vous comprenez ce dont les familles ont besoin de façon que je ne pourrai jamais comprendre. Vous avez vécu cette expérience et vous avez l'insight et la compassion pour vous assurer que la fondation aide vraiment les gens au lieu de juste faire sentir bien les donateurs. » Émilie le fixa avec choc. « Vous voulez que je dirige une fondation de 100 millions d'euros ? Vous cumulez 3 emplois pour vous soutenir, ce qui me dit que vous comprenez la valeur du travail acharné et de l'argent. Vous avez maintenu votre intégrité et votre gentillesse malgré tout ce que vous avez traversé, ce qui me dit que vous avez le caractère pour gérer la responsabilité.
Et vous venez de passer la dernière heure à me donner plus d'insights pratiques sur la sécurité au travail et le soutien aux victimes que j'en ai entendu de tous mes consultants corporatifs combinés. Mais je n'ai pas d'expérience avec ce genre d'organisation, ce genre de responsabilité. Moi non plus quand j'ai commencé ma première entreprise de construction, l'interrompit Pierre. Mais j'avais la motivation d'apprendre et la détermination de réussir. Vous avez ces qualités, plus quelque chose que je n'ai jamais eu, une vraie compréhension des gens que vous essayeriez d'aider. Émilie resta silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce qu'il offrait. Diriger une fondation majeure signifierait quitter ses 3 emplois, quitter la lutte constante pour joindre les 2 bouts, quitter la vie de désespoir tranquille qui avait défini son existence depuis la mort de son père. « Je voudrais David et Jim impliqués aussi, » dit-elle finalement, « pas seulement comme consultants, mais comme membres du conseil. Ils ont gagné le droit d'avoir une voix dans comment nous aidons d'autres familles. » « Absolument, » accepta Pierre. « Cette fondation devrait être guidée par les gens qui comprennent sa mission le plus personnellement. » Ils passèrent encore 30 minutes à élaborer les détails de base. Émilie commencerait immédiatement comme directrice exécutive, avec un salaire qui lui permettrait finalement de se concentrer sur un travail significatif au lieu de survivre. David Martinez et Jim Bradley serviraient au conseil d'administration, fournissant supervision et guidance basées sur leurs propres expériences. Pierre fournirait non seulement le financement, mais aussi l'accès à ses réseaux d'affaires, ses ressources légales et comptables, ses connexions avec les officiels gouvernementaux et autres philanthropes qui pourraient soutenir la cause. Tandis qu'il parlait, Pierre se trouva voyant Émilie non pas comme la fille d'un homme qui l'avait offensée, mais comme une femme remarquable à part entière. Ses insights étaient aiguisés, ses questions réfléchies, ses instincts pour aider les gens à la fois pratiques et compatissants. Elle avait pris la pire expérience de sa vie et l'avait transformée en sagesse qui pourrait bénéficier à d'autres faisant face à des tragédies similaires. « Il y a encore une chose, » dit Pierre, tandis qu'Émilie préparait à finir son service. « Je veux reconnaître publiquement ce qui est arrivé à votre père. Pas seulement dans les matériaux de la fondation, mais dans un discours aux actionnaires de mon entreprise, dans des interviews avec les publications d'affaires, dans tout forum où je peux atteindre d'autres dirigeants qui pourraient faire les mêmes erreurs que j'ai faites. » Émilie parut surprise. « Vous voulez admettre publiquement avoir causé la mort de mon père ? Je veux admettre publiquement avoir valorisé les profits au-dessus des vies des gens, » corrigea Pierre. « Je veux que d'autres leaders d'affaires comprennent le vrai coup de couper les coins sur la sécurité. Et je veux que le monde sache que Thomas Dubois était un homme meilleur que moi, que sa mort était une tragédie qui aurait pu et aurait dû être évitée. L'admission serait professionnellement dommageable. Pierre le savait. Elle inviterait les poursuites, l'examen réglementaire et la critique publique. Ses actionnaires seraient furieux, ses associés d'affaires questionneraient son jugement, et sa réputation soigneusement cultivée, comme entrepreneur à succès, serait à jamais ternie par l'association avec les fatalités au travail et les violations de sécurité. Mais assis dans le café de la paix à 2 heures du matin, regardant la fille de l'homme dont il avait causé la mort, Pierre réalisa que protéger sa réputation était moins important que protéger les futures familles d'expérimenter la même perte qu'Émilie avait endurée. « Mon père serait fier, » dit Émilie doucement. « Pas de la fondation ou de l'argent, bien que ces choses comptent. Il serait fier que vous ayez finalement décidé de mettre les gens avant les profits. » Pierre acquiesça, sentant quelque chose changer en lui qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Pour la première fois en 25 ans, il avait l'impression de se diriger dans la bonne direction, d'enfin devenir le genre d'homme qui méritait le succès qu'il avait atteint. Tandis qu'Émilie rassemblait ses affaires et se préparait à pointer, Pierre se leva et tendit la main. « Merci, » dit-il. « Pour votre honnêteté, pour votre insight, pour me donner une chance de faire mieux. » Émilie lui serra la main, sa poignée ferme et stable. « Ne me remerciez pas encore, monsieur Monclerc.
Remerciez-moi dans 5 ans quand la Fondation aura empêché quelque autre petite fille de perdre son père à cause de négligences évitables. » Pierre acquiesça, comprenant que sa confiance devrait être gagnée par des actions plutôt que par des promesses. Mais pour la première fois depuis la mort de Thomas Dubois, il sentait qu'il avait un chemin clair vers l'avant, une façon de transformer sa culpabilité et ses regrets en quelque chose qui pourrait faire une vraie différence dans le monde. L'établissement de la Fondation Thomas Dubois marqua le début de la transformation de Pierre Moncler, d'un homme qui voyait les travailleurs comme des numéros A1 qui comprenaient leur humanité. Mais c'était loin d'être la fin de son voyage vers la rédemption. Au cours des mois suivants, Pierre se jeta dans le travail de la Fondation avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée à construire son empire d'affaires. Il passa des heures à interviewer les familles affectées par les accidents du travail, apprenant les défis spécifiques qu'elles affrontaient et les lacunes dans les systèmes de soutien existants. Il visita des chantiers avec des experts en sécurité, voyant pour la première fois les risques quotidiens que des travailleurs comme Thomas Dubois affrontaient pour construire ces projets. Émilie s'avéra être une directrice de fondation exceptionnelle, combinant sa compréhension personnelle des familles victimes avec un talent naturel pour l'organisation et le leadership. Elle recruta David Martinez et Jim Bradley au conseil, avec des experts en sécurité, des défenseurs de victimes et des conseillers familiaux qui pouvaient fournir des services de soutien complets. David Martinez, l'ancien ouvrier qui avait perdu sa jambe dans le même accident qui avait tué Thomas, approcha initialement la Fondation avec une profonde suspicion. Quand Pierre le rencontra personnellement pour discuter de son rôle au conseil, les premiers mots de David furent francs. « Vous pensez que jeter de l'argent sur ça compense ce que vous nous avez fait ? » ?»« Non, » répondit Pierre honnêtement. « Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire depuis toujours, peu importe ce qui s'est passé il y a 25 ans. Vous et Thomas et Jim méritiez de travailler dans un environnement sûr, et les familles, comme les vôtres, méritent du soutien quand le pire arrive. Le fait que je ne réalise ça que maintenant ne le rend pas moins vrai. » David étudia Pierre attentivement, cherchant des signes d'insincérité ou de motivation intéressée. « Émilie dit que vous êtes prêt à admettre publiquement que vous avez causé l'accident. Je suis prêt à admettre que mes décisions de réduction de coûts ont créé des conditions de travail dangereuses qui ont mené à vos blessures et à la mort de Thomas, » corrigea Pierre. « Ce n'est pas la même chose que causer l'accident, mais c'est assez proche que la distinction n'importe pas aux gens qui ont été blessés. » Au fil de plusieurs réunions, David se réchauffa graduellement à la mission de la Fondation, bien qu'il ne laissât jamais Pierre oublier le coût personnel de sa négligence. « Vous voulez savoir ce que c'était ?» dit David pendant une réunion du conseil. « Essayez de mettre votre pantalon avec une jambe pendant que votre femme fait semblant de ne pas pleurer dans la salle de bain, parce que les chèques d'invalidité ne couvrent pas l'hypothèque. » Jim Bradley, la 3e victime de l'accident, s'avéra être également direct dans son évaluation des motifs et méthodes de Pierre. Pendant leur première rencontre, Jim demanda pointu « Comment je sais que ce n'est pas juste quelques stratagèmes de déduction fiscale qui vous fait bien paraître tout en aidant personne ?» Pierre avait été préparé pour la question. Parce que je mets Émilie en charge, pas quelques dirigeants corporatifs qui n'a jamais été affecté par des accidents du travail. Parce que David et vous avez un droit de veto sur toutes les décisions majeures. Et parce que je m'engage non seulement au financement, mais à utiliser mes connexions d'affaires pour pousser pour des réglementations de sécurité plus fortes à travers l'industrie. La promesse de faire du lobbying pour des réglementations plus fortes était une que Pierre prit au sérieux, malgré le coût potentiel pour ses propres intérêts d'affaires. Il commença à faire du lobbying pour des exigences de sécurité plus strictes, une meilleure formation d'inspecteurs et des pénalités plus dures pour les entreprises qui violaient les lois de sécurité au travail. Son plaidoyer le mit en opposition avec beaucoup de ses associés d'affaires qui voyaient sa position comme inutilement coûteuse
et potentiellement dommageable à la compétitivité de l'industrie de la construction. Vous commettez un suicide commercial, avertit son partenaire d'affaires de longue date pendant une réunion houleuse du conseil. Ces exigences de sécurité que vous poussez ajouteront des millions au coût de nos projets. Bien, répliqua Pierre fermement. Si nous ne pouvons pas construire en sécurité, nous ne devrions pas construire du tout. Et si nous ne pouvons pas absorber le coût de protéger nos travailleurs, nous ne méritons pas d'être en affaires. Le conflit avec ses partenaires d'affaires atteignit son point culminant 6 mois après le lancement de la fondation, quand Pierre annonça son intention d'implémenter les standards de sécurité les plus stricts de l'industrie à travers tous les projets Moncler Construction. Les nouveaux standards nécessiteraient de l'équipement de sécurité supplémentaire, des périodes de formation plus longues et des inspections plus fréquentes, potentiellement ajoutant 15% au coût des projets. Les actionnaires n'approuveront jamais ça, avertit son directeur financier. Vous vous portez essentiellement volontaire pour devenir non compétitif dans le processus d'appel d'offres. Alors nous trouverons des clients qui valorisent la sécurité des travailleurs par-dessus les prix planchers, répliqua Pierre. Et si nous ne pouvons pas, nous réduirons jusqu'à ce que nous puissions opérer de façon profitable sous des standards de sécurité appropriés. La confrontation avec ses actionnaires fut aussi brutale que Pierre l'avait attendu. Dans une réunion du conseil tendu, il fit face aux accusations de sentimentalisme imprudent, de mauvais jugement d'affaires et de trahison de ses responsabilités fiduciaires de maximiser les profits. C'est exactement le genre de sensiblerie saignante qui détruit les entreprises prospères, déclara Richard Hartwell, le plus grand actionnaire minoritaire. Vous laissez la culpabilité au sujet d'un accident malheureux obscurcir votre jugement d'affaires. Pierre se tenait en tête de la table de conférence, regardant les visages qu'il avait autrefois regardés avec respect et admiration, mais montrait maintenant des degrés variés de colère, de déception et d'inquiétude. C'étaient des gens qui avaient investi dans Moncler Construction, basé sur son historique de croissance profitable, pas son engagement à la responsabilité sociale. Un accident malheureux, répéta Pierre lentement. Cet accident malheureux a tué un homme bien et détruit 3 familles. Et c'est arrivé parce que nous avons priorisé les marges de profit au-dessus des vies humaines. Je ne ferai pas cette erreur de nouveau. Alors vous la ferez comme l'ancien PDG d'une entreprise de construction en faillite, riposta Hartwell, parce que c'est là que ce chemin mène. Nos concurrents nous sous-enchériront sur chaque projet majeur et nous serons hors affaires dans 2 ans. La menace était réelle, Pierre le savait. L'industrie de la construction opérait sur des marges rasoirs, et les entreprises qui ne pouvaient pas concurrencer sur le prix ne survivaient souvent pas. Mais regardant autour de la table à ces gens riches et prospères qui n'avaient jamais manié un marteau ou grimpé un échafaudage à 40 pieds au-dessus du béton, il réalisa que leur définition du succès était devenue sans signification pour lui. Si nous ne pouvons pas diriger cette entreprise de façon sûre et profitable, alors peut-être que nous ne méritons pas de la diriger du tout, dit Pierre tranquillement. Et si ça fait de moi un mauvais PDG à vos yeux, qu'il en soit ainsi. Le vote de non-confiance fut plus serré que Pierre l'avait attendu, mais il échoua finalement. Assez d'actionnaires étaient prêts à lui donner 1 an pour prouver que ces nouveaux standards de sécurité ne détruiraient pas la compétitivité de l'entreprise. C'était une victoire étroite, mais elle lui donnait l'espace de respiration nécessaire pour implémenter ses réformes. Le vrai test vint 3 mois plus tard, quand Moncler Construction soumit des offres pour le nouveau projet d'expansion de l'hôpital métropolitain. Leur offre était 18% plus haute que le concurrent le plus bas, une différence que l'ancien moi de Pierre aurait trouvé inacceptable. Mais l'offre plus élevée reflétait le vrai coût de construire en sécurité, de fournir l'équipement et la formation appropriée, de permettre un temps adéquat pour les inspections et protocoles de sécurité. Pierre était préparé à perdre le contrat, mais quelque chose d'inattendu arriva. Le conseil de l'hôpital,
influencé en partie par la publicité entourant la Fondation Thomas Dubois et les admissions publiques de Pierre sur les échecs de sécurité passés, choisit Montclair Construction malgré l'offre plus élevée. Ils citèrent l'engagement renouvelé de l'entreprise à la sécurité des travailleurs et leur confiance que le projet serait complété sans les accidents et retards qui hantaient souvent les chantiers. Le projet de l'hôpital métropolitain devint une vitrine pour l'approche renouvelée de Montclair Construction à la sécurité et au bien-être des travailleurs. Pierre visita le site quotidiennement, non pas pour microgérer, mais pour renforcer l'importance des protocoles de sécurité et pour s'assurer que les travailleurs se sentaient à l'aise de rapporter les dangers potentiels sans peur de représailles. Le projet fut complété à temps et sous budget, malgré les mesures de sécurité supplémentaires, prouvant que protéger les travailleurs et maintenir la rentabilité n'étaient pas des objectifs mutuellement exclusifs. Les nouvelles du record de sécurité de Montclair Construction commencèrent à se répandre à travers l'industrie. D'autres entreprises, faisant face à une pression croissante de la part des régulateurs et des syndicats de travailleurs, commencèrent à adopter des mesures similaires. La Fondation Thomas Dubois étendit sa mission pour inclure des programmes de formation pour les superviseurs de sécurité et des efforts de lobbying pour des réformes à l'échelle de l'industrie. Le leadership d'Émilie de la Fondation dépassa même les attentes optimistes de Pierre. Elle avait un talent naturel pour se connecter avec les familles en crise, pour comprendre leurs besoins et traduire ces besoins en programmes et services effectifs. Sous sa direction, la Fondation fournit tout, de l'assistance financière d'urgence au programme de reconversion pour les travailleurs blessés qui ne pouvaient plus performer leurs tâches originales. « Elle est remarquable », dit Pierre à David Martinez pendant une réunion du conseil de la Fondation. Elle a transformé sa tragédie en source de force pour d'autres gens faisant face à des pertes similaires. David acquiesça, bien que son expression restât quelque peu gardée. Malgré travailler étroitement avec Pierre depuis presque un an, il gardait toujours de profondes réservations sur l'homme dont la négligence lui avait coûté sa jambe et ses moyens de subsistance. « Émilie vous a pardonné », dit David avec précaution. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Je me réveille encore chaque matin en manquant ma jambe. Jim ne peut toujours pas soulever son petit-fils sans que son dos se crispe. Et Thomas est toujours mort. L'évaluation franche frappa Pierre comme un coup physique, mais il se força à l'absorber sans défensive. David avait raison, bien sûr. Toutes les fondations et réformes de sécurité du monde ne pouvaient pas défaire les dégâts qui avaient été faits il y a 25 ans. « Je sais », répliqua Pierre tranquillement. « Et je sais que rien de ce que je fais maintenant ne peut vraiment compenser ce que j'ai fait alors. Mais je dois essayer, non pas parce que j'attends le pardon ou la rédemption, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » David étudia le visage de Pierre pendant plusieurs moments, cherchant des signes de motivation intéressée ou de platitude creuse. N'en trouvant aucune, il acquiesça lentement. « C'est la première chose honnête que vous avez dite depuis que toute cette affaire a commencé. Vous ne pouvez pas compenser le passé, mais vous pouvez peut-être empêcher d'autres familles de traverser ce que nous avons traversé. » La conversation marqua un tournant dans la relation de David avec Pierre. Bien qu'ils ne deviendraient jamais amis dans un sens traditionnel, David commença à voir Pierre, non pas comme le méchant de son histoire personnelle, mais comme un être humain défaillant qui essayait sincèrement de faire mieux. C'était un respect réticent, construit sur des actions plutôt que des mots, sur un comportement cohérent plutôt que des gestes grandioses. Le voyage de Jim Bradley vers l'acceptation prit plus de temps et suivit un chemin différent. Contrairement à David, qui avait maintenu sa colère comme une forme de protection, Jim s'était retiré dans une coquille d'amertume résignée. La douleur chronique de ses blessures avait rongé son esprit au fil des ans, le laissant épuisé et isolé. Les premières tentatives de Pierre de se connecter avec Jim furent accueillies par des réponses polies mais distantes. Jim assistait aux réunions du conseil et fournissait des commentaires quand demandé, mais il se gardait émotionnellement éloigné du travail de la Fondation.
C'était Émilie qui finalement perça les barrières défensives de Jim. Il n'est pas le même homme qui a pris ses décisions il y a 25 ans, dit Émilie à Jim pendant une conversation privée. Je ne dis pas qu'il est devenu un saint ou que nous devrions oublier ce qu'il a fait à nos familles, mais il a sincèrement changé, et ce changement aide d'autres gens. Comment peux-tu être sûr qu'il a vraiment changé? Demanda Jim. Comment sais-tu que ce n'est pas juste une campagne de relations publiques élaborée pour réhabiliter sa réputation? Émilie considéra la question soigneusement avant de répondre. Parce qu'il se coûte de l'argent et de l'influence pour faire la bonne chose. Parce qu'il fait face à la critique de ses associés d'affaires et actionnaires pour mettre la sécurité des travailleurs devant les profits. Et parce qu'il écoute quand nous lui disons qu'il a tort sur quelque chose, même quand c'est inconfortable pour lui d'entendre. La preuve de l'évaluation d'Émilie vint pendant une réunion houleuse du conseil de la Fondation sur l'expansion de leurs services pour inclure le soutien en santé mentale pour les familles de victimes d'accidents. Pierre avait initialement été sceptique sur le coût et la complexité de fournir des conseils psychologiques, arguant que leurs ressources devraient se concentrer sur des besoins pratiques immédiats comme les factures médicales et le remplacement de revenus. Jim, parlant plus passionnément que quiconque ne l'avait jamais entendu parler, défia la position de Pierre. « Vous pensez que perdre ma capacité de travailler était la pire partie de cet accident? Vous pensez que le plus gros problème de David est de marcher sur une prothèse? La pire partie était de regarder nos familles s'effondrer parce que nous n'arrivions pas à faire face à ce qui nous était arrivé. Ma femme m'a quitté parce que j'étais devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, quelqu'un d'amer et en colère et impossible à vivre. » La douleur brute dans la voix de Jim fit taire la salle. Pierre, visiblement secoué par la révélation, retira immédiatement ses objections au programme de santé mentale. Plus que ça, il finança personnellement une expansion du programme pour inclure des conseils familiaux et des groupes de soutien pour les conjoints et enfants affectés par les accidents du travail. « Je suis désolé, Jim, » dit Pierre après la réunion. « J'aurais dû comprendre que les dégâts émotionnels étaient tout aussi réels que les blessures physiques. » Jim acquiesça, acceptant les excuses sans enthousiasme. Mais au cours des mois suivants, tandis que les services de santé mentale de la Fondation commençaient à aider d'autres familles à faire face au trauma et à la perte, Jim devint graduellement plus engagé avec la mission de l'organisation. Il commença à parler lors de conférences sur la sécurité, partageant son histoire avec des ouvriers du bâtiment et des superviseurs qui pourraient autrement rejeter les protocoles de sécurité comme un inconvénient bureaucratique. L'influence de la Fondation continua de grandir tout au long de sa 2e année d'opération. Émilie avait construit des partenariats avec des syndicats de travailleurs, des agences réglementaires et d'autres organisations de sécurité, créant un réseau d'avocats qui pouvait pousser pour des réformes à tous les niveaux de l'industrie de la construction. Le département de recherche de la Fondation, composé d'ingénieurs de sécurité et d'experts en santé publique, commença à publier des études qui documentaient le vrai coût des accidents du travail et les bénéfices économiques des programmes de sécurité complets. Pierre se trouva devenant une figure publique réticente dans le mouvement de sécurité au travail. Ses discours, lors de conférences industrielles, où il discutait candidement de ses échecs passés et du coût humain de couper les coins, attiraient de grandes audiences et une attention médiatique significative. Les publications d'affaires commencèrent à écrire sur sa transformation d'exécutif, axée sur le profit à défenseur de la sécurité, bien que la couverture ne soit pas toujours favorable. La conversion de Montclair à l'Église de la sécurité des travailleurs est admirable, écrivit un chroniqueur d'affaires proéminent. Mais sa volonté de se flageller publiquement pour les erreurs passées soulève des questions sur son jugement et sa stabilité émotionnelle. Les actionnaires d'entreprises dirigées par des zélotes de sécurité born again devraient être préparés pour des rendements réduits et un examen réglementaire accru. La critique piquait, mais elle validait aussi l'engagement de Pierre envers ses nouvelles priorités.
Si son plaidoyer pour la sécurité des travailleurs rendait ses associés d'affaires inconfortables, si ses admissions de négligence passée endommageaient sa réputation dans les cercles corporatifs, alors il était probablement sur la bonne voie. Le vrai test de la transformation de Pierre vint pendant la célébration du 2e anniversaire de la Fondation, tenue au même hôtel où la réception funéraire de Thomas Dubois avait eu lieu 27 ans plus tôt. Le symbolisme n'échappa à aucun des participants, particulièrement à la veuve de Thomas, Marguerite Dubois, qui avait volé depuis la Provence pour l'événement. Marguerite s'était remariée 15 ans après la mort de Thomas, trouvant finalement le bonheur avec un homme gentil qui l'avait aidé à guérir du trauma de perdre son premier mari. Mais revoir Pierre, même dans le contexte d'honorer la mémoire de son défunt mari, était émotionnellement difficile. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner », dit Marguerite à Pierre pendant un moment tranquille à la réception. « Je sais qu'Émilie l'a fait, et je sais que la Fondation fait du bon travail, mais je vois toujours l'homme qui a pris mon mari loin de moi. » Pierre acquiesça, acceptant son jugement sans argument. « Je n'attends pas votre pardon, Madame Dubois. Je ne le mérite pas. Mais j'espère que vous pouvez voir que la mémoire de votre mari aide à protéger d'autres familles de traverser ce que vous avez traversé. » Marguerite étudia son visage, cherchant l'exécutif arrogant qu'elle se souvenait des procédures de procès des décennies plus tôt. Au lieu de cela, elle vit un homme vieilli par la culpabilité et la responsabilité, quelqu'un qui portait le poids de ses erreurs dans les rides autour de ses yeux et la façon prudente dont il choisissait ses mots. « Thomas aurait aimé ce que vous êtes devenu, » dit-elle finalement. Il croyait toujours que les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment. Il aurait été fier d'Émilie pour avoir transformé sa douleur en quelque chose qui aide les autres. La conversation avec Marguerite Dubois fournit à Pierre une forme de clôture qu'il n'avait pas réalisée qu'il avait besoin. Sa reconnaissance que Thomas aurait approuvé sa transformation, même si elle ne pouvait pas complètement lui pardonner personnellement, se sentait comme une bénédiction d'outre-tombe. Tandis que la Fondation entrait dans sa 3e année, Pierre commença à considérer sa propre mortalité et héritage de façon qu'il n'avait jamais eue auparavant. À 65 ans, il était toujours en bonne santé et énergique, mais il n'était plus jeune. La question de ce qui arriverait à sa richesse et ses entreprises après sa mort prit une nouvelle urgence, particulièrement en ce qui concerne la durabilité à long terme de la Fondation. La décision de Pierre de restructurer son testament et d'établir une dotation permanente pour la Fondation Thomas Dubois ne surprit personne qui avait regardé sa transformation au cours des 3 dernières années. Ce qui surprit sa famille et ses associés d'affaires fut l'ampleur de son engagement. À sa mort, 80% de sa succession irait à la Fondation, assurant ses opérations à perpétuité. Ses enfants adultes, qui avaient été largement absents de sa vie pendant sa poursuite acharnée de la richesse, réagirent aux nouvelles avec un mélange de déception et de respect réticent. Sa fille Sarah, une avocate prospère à part entière, le défia pendant un dîner de famille tendu. « Papa, je comprends vouloir faire du bien avec ton argent, mais 80%. Qu'en est-il des fonds d'université de tes petits-enfants ? Qu'en est-il de maintenir l'héritage familial ?» Pierre regarda autour de la table ses enfants et leurs conjoints, tous ayant significativement bénéficié de sa richesse au fil des ans. C'étaient de bonnes gens, mais ils n'avaient jamais connu la lutte ou le besoin, n'avaient jamais été forcés de travailler 3 emplois juste pour payer le loyer ou choisir entre les médicaments et l'épicerie. L'héritage familial que je veux laisser ne concerne pas l'argent, dit Pierre tranquillement. Il s'agit de prendre la responsabilité de nos actions et d'utiliser le pouvoir que nous avons pour protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est la leçon que j'ai apprise de Thomas Dubois, et c'est la leçon que je veux que mes petits-enfants apprennent. Son fils Michel, qui travaillait dans l'entreprise familiale, souleva des préoccupations pratiques sur la gestion et la supervision de la Fondation. Comment savons-nous que la Fondation continuera d'opérer selon tes souhaits après ton départ?
Comment empêchons-nous qu'elle devienne juste une autre organisation caritative bureaucratique qui dépense plus en administration qu'en aide aux gens? La question avait gardé Pierre éveillé beaucoup de nuits, le menant à développer une structure de gouvernance complexe qui protégerait la mission de la Fondation tout en assurant son efficacité. Émilie servirait comme directrice exécutive à vie, avec David Martinez et Jim Bradley détenant des sièges permanents au conseil d'administration. Un groupe diversifié d'experts en sécurité, de défenseurs de victimes et de représentants de familles fournirait supervision et direction continue. La Fondation appartient aux familles qu'elle sert, expliqua Pierre. Mon argent la finance, mais elle la contrôle. C'est la seule façon d'assurer qu'elle reste fidèle à la mémoire de Thomas et continue de faire une vraie différence dans les vies des gens. La structure de gouvernance que Pierre créa devint un modèle pour d'autres organisations philanthropiques, particulièrement celles axées sur la sécurité des travailleurs et le plaidoyer pour les victimes. En plaçant le contrôle dans les mains des gens les plus directement affectés par les accidents du travail, la Fondation évita beaucoup des pièges qui tourmentaient les charités traditionnelles, l'enflure bureaucratique, la dérive de mission et la déconnexion des communautés qu'elle prétendait servir. Tandis que Pierre approchait son 70e anniversaire, la Fondation avait grandi pour devenir une des organisations de sécurité au travail les plus influentes du pays. Sa recherche avait mené à de nouvelles réglementations fédérales, ses programmes de formation avaient été adoptés par les entreprises de construction nationalement, et ses services de soutien familial avaient aidé des milliers de gens à faire face aux suites des accidents du travail. Émilie, maintenant dans la mi-trentaine, avait évolué en une des voix les plus respectées dans le mouvement de sécurité professionnelle. Elle parlait régulièrement aux audiences parlementaires, consultait avec des organisations internationales de sécurité et avait écrit 2 livres sur la sécurité au travail et la résilience familiale. Son voyage de serveuse en difficulté à directrice de fondation avait inspiré d'innombrables autres à transformer leur tragédie personnelle en force pour le changement positif. David Martinez avait aussi trouvé un nouveau but à travers son travail avec la Fondation. Malgré son handicap permanent, il était devenu un avocat puissant pour les travailleurs blessés, les aidant à naviguer les systèmes complexes d'indemnisation des accidents du travail et d'allocation d'invalidité. Son approche franche et sans fioriture pour traiter avec la bureaucratie et la résistance corporative lui avait gagné le surnom « le Bulldog » parmi les familles qu'il servait. La transformation de Jim Bradley était peut-être la plus dramatique de toutes. L'homme amer et isolé qui avait assisté à la première réunion du conseil de la Fondation avait graduellement émergé de sa coquille de douleur et de ressentiment pour devenir un conseiller et mentor compatissant. Ces groupes de soutien pour les hommes traitant avec les blessures au travail et la douleur chronique avaient aidé des centaines de gens à trouver des façons de reconstruire leurs vies et relations. Les 3 hommes dont les vies avaient été à jamais changées par ce matin de mars 27 ans plus tôt avaient formé un partenariat improbable, construit sur la tragédie partagée et le respect mutuel. Ils étaient en désaccord fréquemment sur les tactiques et priorités, mais ils ne perdirent jamais de vue leur mission commune, empêcher d'autres familles d'expérimenter la perte et le trauma qu'ils avaient enduré. Le rôle de Pierre dans la Fondation avait évolué au fil des ans de financier principal à conseiller âgé. Il continuait de fournir du soutien financier et de l'expertise d'affaires, mais il était prudent de ne pas outrepasser le jugement d'Émilie et des membres du conseil qui avaient plus d'expérience directe avec la mission de la Fondation. Sa présence aux événements de la Fondation était toujours bien accueillie, mais il n'avait plus besoin d'être le centre d'attention ou le porte-parole principal de l'organisation. La transformation était complète quand Pierre réalisa qu'il tirait plus de satisfaction des rapports trimestriels de la Fondation que des états de profit de son entreprise. Le nombre de familles aidées, les améliorations de sécurité implémentées sur les chantiers, les vies sauvées grâce à une meilleure formation et équipement, ceci était devenu ses vraies mesures de succès.
Par une soirée tranquille d'automne tardif, Pierre se retrouva de retour au Café de la Paix, assis dans la même banquette où son voyage vers la rédemption avait commencé. Le café ressemblait beaucoup à ce qu'il était 5 ans plus tôt, bien qu'Émilie n'y travaillât plus. Elle avait acheté le bâtiment à travers la fondation et l'avait converti en centre de ressources communautaires, offrant formation professionnelle et services de soutien pour les familles à faible revenu. Tandis que Pierre sirotait son café et regardait la pluie strier sur les fenêtres, il réfléchit sur le chemin qu'il avait mené de ce moment de reconnaissance à son état actuel de paix durement gagné. La mort de Thomas Dubois avait été une tragédie qui ne pouvait pas être défaite, mais ses suites étaient devenues une source de guérison et d'espoir pour d'innombrables autres faisant face à des pertes similaires. La serveuse qui le servit cette soirée était une jeune femme nommée Isabelle, une mère célibataire qui payait ses études d'infirmière avec l'aide d'une bourse de la Fondation. Elle ne savait pas qui était Pierre. La Fondation gardait son identité privée dans ses programmes de bourse, mais elle le traita avec la même courtoisie professionnelle qu'Émilie avait montrée des années plus tôt. « Autre chose que je peux vous apporter ?» demanda Isabelle, tandis qu'elle remplissait sa tasse de café. « Non, merci », répliqua Pierre, sincèrement reconnaissant pour son service. « Vous faites un excellent travail. » Isabelle sourit, ravie par la simple reconnaissance. « Merci, monsieur. Ça compte beaucoup. » Tandis qu'elle s'éloignait pour servir d'autres clients, Pierre pensa aux innombrables travailleurs qui avaient construit sa fortune au fil des décennies, les gens dont il n'avait jamais appris les noms et dont il n'avait jamais correctement reconnu les contributions. Il ne pouvait pas revenir en arrière et les remercier tous, ne pouvait pas défaire des années de traiter les gens comme de simples composants dans ses opérations d'affaires. Mais il pouvait s'assurer que les travailleurs construisant ces projets aujourd'hui étaient traités avec dignité et respect, que leur sécurité était priorisée au-dessus des marges de profit, que leurs familles étaient protégées si le pire arrivait. La pluie continuait de tomber tandis que Pierre finissait son café et se préparait à partir. Demain, il y aurait une autre réunion du conseil de la Fondation, une autre opportunité de plaider pour des réglementations de sécurité plus fortes, une autre chance d'honorer la mémoire de Thomas Dubois en protégeant les vies et moyens de subsistance des travailleurs. Tandis qu'il sortait dans la nuit, Pierre réalisa qu'il était finalement devenu le genre d'homme que Thomas Dubois avait toujours été. Quelqu'un qui mettait les gens avant les profits, qui mesurait le succès par l'impact positif qu'il avait sur les vies des autres, qui comprenait que la vraie richesse venait des connexions que nous forgeons et du bien que nous faisons plutôt que de l'argent que nous accumulons. La transformation avait pris 5 ans et lui avait coûté des millions d'euros, mais Pierre Monclerc avait finalement appris la leçon la plus importante de sa vie, que chaque personne compte, que chaque vie a de la valeur et que ceux qui ont pouvoir et privilèges ont une obligation de les utiliser au service des autres. Thomas Dubois aurait été fier.